Bienvenue à l'Affaire République. Charles Gaudreault avec vous en ce lundi 8 septembre 2025. On est le lundi, donc lundi, c'est lundi sociaux, rien de moins. Donc Anne-Marie Lesault et Amélie Chaise la semaine prochaine, bien sûr. Puis alterne depuis, il était là il y a 2 semaines. Martin Geoffroy, puis on est bien content de l'avoir avec nous, prof de sociaux ici au Cégep Édouard-Montpetit. Évidemment, ce matin, bonjour d'abord Martin Geoffroy. Bonjour Charles. Il fallait parler de Guy Rocher, absolument, qui est décédé la semaine dernière à 101 ans, sociologue, citoyen important au Québec, s'il en est un. Bâtisseur de plusieurs grandes institutions du Québec, dont les cégeps, dont le réseau des cégeps. Tout à fait. Entre autres. Écoute Charles, la semaine passée, on a fait, évidemment ça a été très couvert, c'est un homme important, Guy Rocher au Québec. On a fait beaucoup d'hommages, pour ne pas dire de panégyriques. Il aura entre autres des funérailles nationales. Des funérailles nationales. Et donc, je me suis posé la question parce que quand on est arrivé avec les funérailles nationales, j'avoue que j'ai été relativement surpris. Je pense que c'est de mémoire le premier sociologue qui va avoir des funérailles nationales au Québec. Alors là, je me posais la question, est-ce que c'est mérité? Je pense que oui, mais la question qui m'est venue tout de suite après, c'est comment on fait pour évaluer que quelqu'un mérite d'avoir des funérailles nationales? Victor Lévy-Beaulieu, notre plus grand écrivain, n'en a pas eu. Oui, c'est ça. Alors, il y a un aspect arbitraire aussi là-dedans. Hein? Et là, je me suis dit, mais dans le cas de Rocher, moi, je me posais la question, il mérite des funérailles nationales, mais est-ce que c'est pour sa contribution à sa discipline, la sociologie, sur un point de vue théorique? Je n'étais pas certain de ça. Mm-hmm. Et là, par la suite, j'ai fait quelques lectures ce week-end. J'ai lu la monumentale biographie de Pierre Duchesne en 2 tomes sur la vie de Guy Rocher pour me rassurer un peu de ce que je pensais, parce qu'au départ, moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'il n'y a pas eu une si grande contribution que ça, Guy Rocher, au niveau de la discipline sociologie, mais qu'il y a eu une énorme contribution au niveau de la construction de l'État québécois dans les années 60-70, qu'on a souligné à maintes reprises la semaine passée. Et on ne peut ou pas parler de sa contribution à la discipline sociologique. Et là, je me posais la question, est-ce que c'est parce qu'elle a été moindre que l'autre? Et c'est effectivement ça. Mais Pierre Duchesne dit dans sa biographie qu'il prévoit un peu déjà le coup de cette question-là en disant « Ouais, mais il faut vraiment pas le juger juger sa contribution à la société québécoise par rapport à sa contribution à la sociologie qui est moindre, par exemple, sur le plan théorique. On peut dissocier vraiment les deux choses? C'est ce que dit Pierre Duchesne dans sa biographie. D'autres personnes, peut-être, pourraient ne pas être d'accord. Et il y a des choses importantes à expliquer par rapport à Guy Rocher. Je dois le dire en partant que moi, j'étais étudiant à l'Université de Montréal dans les années 90. Je l'ai croisé à plusieurs reprises dans des séminaires Guy Rocher. On avait un centre de recherche sur Max Weber. Il se pointait souvent dans les séminaires. Donc, j'ai eu, on pourrait dire, Guy Rocher comme professeur. C'est pas quelqu'un de qui j'étais très proche, là, mais j'ai vu son enseignement, je l'ai croisé, j'ai discuté avec lui à plusieurs reprises. C'était quelqu'un de très doux et très bienveillant, très articulé, très méticuleux. Mais il n'était pas... Dans les années 90, c'était probablement sa plus grande contribution à la discipline sociologique. C'est vers la fin de sa carrière, dans les années 90. Il était plus au département de sociologie de l'Université de Montréal, où moi j'étais. Il était dans un centre de recherche en sociologie du droit à l'Université de Montréal. Et s'il y a une contribution sur le plan théorique, ça a été de développer la sociologie du droit. Mais si on regarde ses ouvrages, tout ça, c'était souvent... En fait, c'est que Guy Rocher, pourquoi il était important, c'est qu'il était un très bon vulgarisateur, mais c'était un sociologue généraliste. Puis au début du siècle, que ce soit les grands sociologues comme Weber, Durkheim, Max Weber, en fait, ils n'étaient pas des sociologues spécialisés. Ils étaient des grands généralistes. Et même encore, les sociologues, les premiers sociologues québécois, Falardeau, tout ça, c'était souvent des généralistes. C'est plus tard que, quand la discipline sociologique va se développer, et comme toutes les disciplines scientifiques, on va avoir des champs de spécialisation. Donc, il y a un arbre, il y a un tronc, puis il y a des branches. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu à l'époque des branches. Aujourd'hui, autrement dit, la sociologie, il y a beaucoup de sociologues au Québec. C'est pas comme à l'époque de Rocher, où il a été le premier prof de sociologie au Québec. La première personne à avoir un doctorat en sociologie au Québec, donc il était vraiment tout seul à ce moment-là.
Aujourd'hui, ben, je veux dire, chaque sociologue a un champ de spécialisation. On est rarement des sociologues généralistes. Par contre, les profs de cégep qui enseignent, les enseignants comme moi qui enseignent la sociologie au cégep, nous, on n'a pas le choix d'être des généralistes parce qu'il faut enseigner le cours d'introduction à la sociologie et tout ça. Et donc, aujourd'hui, si tu veux contribuer à la discipline d'un point de vue théorique, d'un point de vue revue savante, tout ça, il faut que tu aies un champ de spécialisation. Ce que Rocher a toujours un peu refusé, par la force des choses aussi, parce que souvent, il était appelé à l'aide par le gouvernement à différentes époques de sa vie. Il n'a pas pu approfondir ses travaux de recherche parce que il a été haut fonctionnaire. Il a été haut fonctionnaire, il y a eu la commission parents. Aussi, on l'a appelé pour aider pour la loi 101. Ensuite, il a été, jusqu'à tout récemment, intervenu pour la loi 21 pour la laïcité. Donc, il a été constamment consulté. Donc, il y a eu une grande contribution à l'État québécois. Mais il le dit souvent lui-même dans des entrevues, ça l'empêchait de développer son fameux champ de spécialisation, qui dans son cas était en sociologie du droit. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il mérite les funérailles nationales, qu'il mérite sa notoriété, mais aussi c'était sa longévité physique. 101 ans, moi, déjà quand j'étais à l'université, il y avait comme 70-75 ans. Je trouvais ça extraordinaire, là. En fait, comment je pourrais dire? Tu sais, nous, on espère tous en vieillissant qu'on n'aura pas l'Alzheimer ou des choses comme ça. Mais lui, jusqu'à la toute fin, pratiquement... cette espèce de vivacité un peu comparable à celle de Jeannette Bertrand. Oui, c'est qu'il était totalement lucide. Oui. Et donc, il a enseigné à l'Université de Montréal jusqu'à l'âge de 86 ans. Imagine. Il faut le faire. Hey, toi puis moi, à 86 ans, on ne sera plus là. Pas sûr, on l'espère. Non, on ne peut que l'espérer, mais mettons que ce n'est pas une moyenne pour la retraite 86. Là. Ouais. Mais donc, je veux dire, sa contribution quand même à la sociologie, c'est son fameux livre d'introduction à la sociologie générale. Que tu tiens en main pour ceux qui nous écoutent à la radio. J'ai la copie originale. Une pièce dans un bazar. Oui, oui, mais écoute, c'est parce quand même avec des notes d'étudiants. Mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs éditions de ce livre-là dans plusieurs langues de par le monde, y compris en France. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait l'avoir à un moment donné, une pièce dans un bazar. Maintenant, ça n'existe plus, cette édition-là. Et en fait, ça a été le premier livre mais de toute l'histoire de la sociologie, en publiant au début des années 70, à faire une synthèse, une introduction générale à la sociologie. Aujourd'hui, dans les cégeps, on a des livres didactiques d'introduction à la sociologie. Ouais, Socio 101. Socio 101. On a ce qui nous apparaît ordinaire aujourd'hui, un livre d'introduction à la sociologie, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. À l'époque, il n'y en avait pas. Alors, il a été le premier à publier une somme, de publier un livre d'introduction à la sociologie. Et c'est là que sa contribution, dans le fond, elle est beaucoup plus dans l'enseignement de la sociologie que dans la discipline sociologique comme telle. Il était un professeur remarquable. Il s'est donné la peine de faire un livre, le premier, alors qu'il n'y en avait pas. On va juste rappeler le titre, on ne l'a pas donné, je pense. Introduction à la sociologie générale. C'était en 3 tomes qui ont été réunis dans un gros livre par la suite. Et le livre, par contre, à l'époque, il y avait des critiques. Puis c'est ça qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est qu'en sociologie, il y a différents courants. Il y a le courant, là, je ne vais pas donner un cours ce matin, là, mais il y a le courant structuro-fonctionnaliste, qui est un courant plutôt conservateur sur le plan politique, et tu as le courant marxiste, qui est un courant plutôt révolutionnaire de gauche sur le plan politique. Et à l'Université de Montréal, moi, quand j'étais étudiant, tu avais des sociologues des deux côtés. Alors, Guy Rocher était un structuro-fonctionnaliste. Donc, des sociologues que j'ai eus comme Gabriel Gagnon, Marcel Rioux, qui est un des plus connus aussi, étaient des sociologues marxistes qui n'étaient pas d'accord avec ce que Rocher faisait. Et on les a moins connus, notamment Marcel Rioux était très important dans la sociologie du Québec parce qu'ils sont décédés 30, 40 ans, comme Marcel Rioux est décédé comme 30 ans avant la fin de la vie de Rocher. Là. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Moins présent, donc quand on va dire les présences de Guy Rocher, c'est qu'il a été là très longtemps. Et c'est sûr que c'est un avantage pour se faire reconnaître plus, mais en fait, il était un excellent vulgarisateur. Donc, je pense que les funérailles nationales, puis tout ça, aujourd'hui, on a ça beaucoup plus parce qu'il est
il était un vulgarisateur et qu'il a contribué très fortement à l'État. Mais pour revenir au structuro-fonctionnalisme de Guy Rocher, son ouvrage va être critiqué à cause de ça, parce que ça va être un ouvrage, une introduction, mais avec une approche beaucoup structuro-fonctionnaliste. Alors, le structuro-fonctionnalisme, ça lui vient de son maître à penser parce qu'il a étudié à Harvard avec Talcott Parsons. Alors, aux États-Unis, tu as deux grandes écoles de pensée. Tu avais l'école de Columbia, qui vient de l'Université Columbia, et qui est inspirée par Talcott Parsons et qui a littéralement inventé, jusqu'à un certain point, ce qu'on appelle les méthodes quantitatives, les statistiques. OK. Donc, une approche très scientifique, très cartésienne de la sociologie. De notre côté, on a eu dans les années 20 l'école de Chicago, de l'Université de Chicago, où les méthodes, c'est des méthodes qui ont inspiré, par exemple, le journalisme d'investigation, le journalisme d'enquête, inspiré beaucoup d'anthropologie, d'aller sur le terrain et de rencontrer les gens, et des méthodes d'investigation comme l'entrevue de recherche ou ce qu'on appelle les méthodes qualitatives. Donc, en plus petite quantité, mais en plus grande qualité, d'aller voir les gens. Puis, je me souviens d'un roman d'Alison Lurie qui s'appelait « Des amis imaginaires », où il y avait deux sociologues qui allaient sur le terrain rencontrer. Ils étaient de l'école de Chicago. Ils en parlaient beaucoup. À l'école de Chicago, tu avais un journaliste là-dedans, Robert Merton, K. Merton, qui a parti ça. Mais l'école de Chicago, ce qui était particulier, puis ça a donné aussi naissance à une autre discipline. Puis là, tu vois les branches dont on parlait tout à l'heure, la criminologie. Entre autres. Alors, sais-tu ce qu'il y avait dans les années 20 à Chicago, Charles? De la mafia. De la mafia, Al Capone. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer les méthodes qualitatives. C'est que les sociologues de l'école de Chicago vont aller étudier le crime dans la ville de Chicago, sur le terrain. Et ils vont étudier... ça va donner deux études de cas qu'on appelle Stanley le détrousseur, Stanley le pickpocket et Sidney le violeur. OK? Donc, ils vont aller faire des entrevues avec un violeur. Donc, une méthode qui s'apparente à l'anthropologie, au journalisme aussi d'enquête. Et ça l'école de Chicago, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodes qualitatives. Okay. Alors, Rocher était pas très école de Chicago, était beaucoup plus école de Columbia, c'est-à-dire élève de Talcott Parsons, très rigoureux, très scientifique. Mais pas moins sur le terrain quand même, ce que je comprends de Guy Rocher. Mais c'est ça le paradoxe. Nous a dit la semaine dernière. Oui, mais c'est ça le paradoxe, c'est que c'était un homme de terrain, comme je vous dis, qui a négligé beaucoup le développement de sa spécialité sociologique pour être sur le terrain, mais en même temps, il vient d'une école très rigoureuse, quantitative, de l'école américaine, pas de l'école française. Par exemple, vous avez des professeurs à l'Université de Montréal que j'ai connus, moi aussi, Marcel Fournier, qui a bien connu Guy Rocher aussi. Marcel Fournier, lui, est plus de l'école française, est plus influencé par l'école française, par Pierre Bourdieu, etc., etc. Alors que Guy Rocher est beaucoup plus influencé par l'école américaine. Et moi, en fait, j'ai été beaucoup influencé aussi par l'école américaine, parce que j'étais faire mon postdoctorat aux États-Unis. Okay. Et mon directeur de recherche, qui est un grand sociologue aussi, qui est décédé en 2015, qui habitait à Saint-Hubert d'ailleurs, Jean-Guy Vaillancourt, qui a été mon directeur de thèse à l'Université de Montréal, lui avait étudié aussi aux États-Unis à l'Université Berkeley. Donc, on avait dans le département de sociologie, à l'époque où Guy Rocher était là, dans les années 70, 80, 90, tu avais quand même des sociologues plus marxistes, plus révolutionnaires, des sociologues plus structuro-fonctionnels. C'est une chance que tu as eue, puis c'est une chance qu'on a de pouvoir... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que son approche structuro-fonctionnaliste à Rocher, je pense que c'est ça qui le motivait d'aller travailler pour le gouvernement. Parce que, on va faire un petit cours vite. Quand on dit structuro-fonctionnaliste, c'est quelqu'un qui veut que la société fonctionne. C'est pas quelqu'un qui remet en question les fondements de la société. Il peut critiquer... Comme les sociologues plus marxistes peuvent faire les aussi. sociologues marxistes, dans le fond, ils veulent faire la révolution. Ils remettent en question la société, le gouvernement. Ils veulent... shaker le pommier. Ils veulent shaker le pommier, tandis que les structuro-fonctionnalistes, comme Rocher, ils veulent améliorer l'État. Oui. Donc, ils vont collaborer avec le gouvernement beaucoup plus que les révolutionnaires parce qu'ils ont un désir profond d'améliorer l'État. Et c'est donc ce structuro-fonctionnalisme-là chez Rocher qui va faire qu'il va beaucoup plus participer à la construction de l'État québécois qu'à l'édification d'une sociologie plus ou moins théorique. Puis si tu veux un exemple là,
de marxisme révolutionnaire. Tu as ça en ce moment en France, là, avec la journée qui se prépare en France, bloquons tout. Où on va faire tomber le gouvernement. Ben, on fait tomber le gouvernement, mais on veut, quand on dit bloquons tout le système. Ouais. On veut faire, quand on est un marxiste révolutionnaire, on veut faire tomber le système. Et démontrer que ça ne fonctionne pas. Oui, puis on veut le remplacer par un autre système. Un sociologue structuro-fonctionnaliste comme Rocher ne veut pas remplacer le système, il veut l'améliorer. Alors, je pense que ça a contribué à son désir de collaborer, d'être un intellectuel public, de vouloir parler à son monde. Et ça, c'est quand même une grande contribution. Je veux dire, contribution à l'enseignement, sa contribution au développement de l'enseignement au Québec, alors qu'il n'y avait rien. Hein? Quand on lit la biographie, l'excellente biographie de Pierre Duchesne, là, en 2 tomes que je vous recommande, le tome 1, quand Rocher commence à l'Université de Montréal, il n'y a rien. Tout est à faire. OK? Et les universités, il faut le dire, l'Université de Montréal, avant les années 60, c'était des prêtres qui enseignaient. Ben moi, mon premier prof, je me souviens plus de son nom, mon premier prof de socio au cégep en 80, c'était un prêtre. Oui. Et, oui. Dans le département, c'était des prêtres. D'anciens prêtres, en fait. Un des fondateurs du département de sociologie, dans lequel Guy Rocher est arrivé à un moment donné, c'était Norbert Lacoste. Et Norbert Lacoste est un prêtre catholique, membre de l'Opus Dei. En plus. La fameuse secte catholique d'extrême droite. Alors, on se fouettait avant les cours. On avait... je ne sais pas, mais c'est possible. Mais je ne sais pas, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il y avait de révolutionnaire dans ce que Rocher a fait, c'est qu'il est arrivé dans un milieu d'université un peu cléricale. Il a décléricalisé ça, jusqu'à un certain point. Et une chose importante... C'est ce qui est arrivé au Québec en même temps. Puis Rocher, en fait, Rocher, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reflète aussi parce qu'il était croyant au départ, Rocher, puis il est devenu incroyant dans les années 60. Okay. Puis il était pas souverainiste au départ, puis à partir de la crise d'octobre, il est devenu souverainiste. Et donc, on peut comprendre un petit peu sa position, par exemple, pour la laïcité aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était croyant, puis qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui l'ont fâché dans la religion au Québec, probablement, qui a fait en sorte qu'il est devenu incroyant. Et donc, souvent, c'est les gens, ça, qui vont être le plus fermes pour la laïcité, parce qu'il y a eu quelque chose qui les a... choqué dans la religion. Ferme aussi avec... il a appuyé quand même la loi pour la laïcité. Là, oui, bien c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il l'avait appuyé. Ferme. Parce que beaucoup de gens de cette époque-là qui étaient croyants et qui ont été déçus par l'Église catholique, on peut comprendre qu'ils tiennent à la laïcité parce que pour eux, ils ont vécu ce qu'on a appelé à une certaine époque la grande noirceur, c'est-à-dire qu'ils ont vécu que tous les services de santé et l'éducation étaient donnés par des prêtres, avec tout ce qui s'ensuivait à l'époque. L'instruction, c'était les congrégations religieuses, la même chose dans les hôpitaux aussi. Et donc, c'est ça. Qui était bâti là-dessus. Au départ, il était révolutionnaire quand il a défait le système clérical de l'époque. Sauf que quand les années 70 sont arrivées, je veux dire, il n'a pas fait la révolution, là. Alors que d'autres sociologues se sont engagés dans des mouvements communautaires. Par exemple, Gabriel Gagnon, qui a été mon professeur de l'Université de Montréal, a fondé la revue Possible, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, qui est une revue qui encourage l'autogestion communautaire, l'économie sociale, tout ça, tu sais. Alors, dans le cas de Rocher, on n'était pas nécessairement dans l'économie sociale, justement, comme les autres sociologues plus à gauche. On était plus dans « il faut aider l'État à se relever, il faut que ça marche ». Et de là, donc, sa grande contribution, qui est reconnue aujourd'hui et puis qui fait en sorte qu'il est quand même important. Mais je pense qu'il faut souligner, puis ça, c'est Pierre Duchesne qui le soulignait dans sa bio, qu'on ne peut pas juste évaluer la contribution d'une personne à une société à sa contribution académique. Parce que, disons-le, la contribution académique de Rocher était moindre que sa contribution sociale. Et donc, ça ne lui enlève rien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ne lui enlève rien. Sociologue, je le rappelle, là, ça aurait pu être les deux. Il aurait pu contribuer de deux façons ou il fallait faire un choix à un moment donné?
Bien, à un moment donné, je pense que dans son cas, je pense qu'il l'a dit dans quelques entrevues, il a dû faire un choix. Il était constamment appelé au service de l'État québécois et il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, ça ne lui a pas permis de développer son champ de spécialisation en sociologie du droit. D'abord, la commission parent, entre autres, a dit j'ai un livre à écrire, puis finalement, il s'est c'est ça. Donc, je veux dire, on reconnaît aussi son sacrifice au service de l'État aujourd'hui, parce que c'est un sacrifice. C'était juste un sacrifice, ça, oui? Oui, parce qu'il en était capable, mais je veux dire, de développer une spécialisation, mais je veux dire, on ne peut pas, à un moment donné, tout faire. Mais, je veux dire, sa contribution académique, pour moi, elle est surtout au niveau de son introduction à la sociologie générale, de sa mise en place de la discipline sociologique et de son enseignement, et aussi de son grand talent de vulgarisateur, et aussi de sa capacité d'amener la sociologie et de la vulgariser au grand public. Et ça, c'est super important parce que, oui, on peut être super reconnu en tant que sociologue par le milieu académique, mais il n'y a personne qui nous connaît. Donc, moi, je connais plein de sociologues hyper spécialisés qui sont super reconnus dans leur domaine, mais le grand public ne les connaît pas. On a besoin de stars. Ben, il y a un aspect. Un star system, en tout cas, chez les intellectuels. Il y a un aspect star system, effectivement, là-dedans. Mais il faut quand même mettre les choses à leur place. T'sais. Je trouvais la semaine passée qu'on y allait beaucoup dans les grandes descriptifs. Puis la pire que j'ai entendue... C'était de mauvais goût si on avait dit le contraire. Ça aurait été... Oui, mais il y a certains chroniqueurs la semaine passée, comme par exemple Christian Dufour, qui n'ont pas hésité à comparer, à dire que Rocher était un des pères de la Révolution tranquille et à le comparer à la débâcle de sa clique. À comparer sa carrière à la débâcle de sa clique pour dire que ce qu'il avait fait... c'est parce que Christian Dufour, qui est un ultra-conservateur mesquin, un peu. On peut le voir se confronter à M. Letourneau assez régulièrement à la télé de Radio-Canada. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très déplacé, ce qu'il a dit sur Rocher, de comparer la grande carrière de Rocher à la débâcle de sa clique. Mais je veux dire, non, c'était un grand bâtisseur de l'État québécois. Ça a été un grand sociologue, mais sa contribution, il n'a jamais... Il faut reconnaître son sacrifice parce que c'est ça qui l'a empêché de développer son champ de spécialisation. Son sillon, là. Hein? Oui, exactement. Donc, merci infiniment. Martin Geoffroy, on se reparle dans 2 semaines, nous autres. Merci. Martin Geoffroy, professeur au Cégep, professeur de sociologie, qui nous parlait de Guy Rocher. Vous pouvez récupérer tout ça en allant dans les prochaines minutes sur notre site Internet, fm1033.ca. Minutes, j'exagère peut-être, dans les prochaines heures sur notre site Internet. On se donne rendez-vous demain, 6 heures de bonne heure le matin par la suite. L'affaire est publique. FM 1033.